Bonjour à tous. Comme vous le savez sans doute, la SITL, enfin le SITL, on dit le maintenant, se tiendra du 1er au 3 avril à la porte de Versailles de Paris. Et nous avons précisément appelé cette émission « Les nouveautés que vous ne devez pas rater sur le salon SITL ». Alors pour en parler, bien entendu, 5 exposants qui sont autour de moi et qui vont présenter leurs nouveautés. Donc le débat durera 3 quarts d'heure et au terme duquel vous pourrez poser toutes les questions qui vous semblent intéressantes à leur poser. Je vais demander donc à ces intervenants de bien vouloir se présenter, en commençant par Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Je suis Clémence de Pénard. Je suis chez Transport Rayon en tant que Customer Manager. Donc Transport Rayon appartient au groupe Trimble. On est une entreprise américaine de plus de 12 000 employés. On est aussi bien présent dans toute la partie géospatiale que la construction et bien sûr le transport avec Transport Rayon. Aujourd'hui, notre plateforme compte plus de 158 000 transporteurs et 1500 chargeurs. On va pouvoir à la fois accompagner sur la gestion complète du transport que sur la partie visibilité en temps réel et l'optimisation de tous les processus des expéditeurs, des transporteurs ou des détaillants. Voilà, et utiliser évidemment la donnée. Merci Clémence. Fabien. Bonjour. Fabien Petitjean, je suis responsable des partenariats technologiques chez PTV Logistique. PTV Logistique, une entreprise qui est spécialisée sur le transport routier, avec des solutions de planification, d'optimisation, de suivi et d'exécution des flux pour les transporteurs et pour les chargeurs. On est 350 salariés, présents dans une vingtaine de pays, plus de 12 000 clients qui utilisent nos solutions. Très bien. Merci. Bonjour Julien. Bonjour, donc Julien Morin, directeur commercial et solutions logicielles chez Mecalux. Mecalux, on est fournisseur global de solutions intralogistiques. Ça va passer des systèmes de stockage conventionnels, des systèmes de stockage automatisés et bien évidemment le WMS pour piloter l'entrepôt. Merci. Mathilde. Merci Jean-Philippe. Donc, bonjour à tous, je suis Mathilde Livré, je suis responsable avant-vente pour l'Europe du Sud chez Manhattan. Manhattan, on est une société qui édite et intègre des solutions pour la supply chain, donc le WMS, gestion d'entrepôt, le TMS, optimisation du transport, et l'OMS, l'orchestration des commandes. On a à peu près un peu plus de 4600 dans le monde et on est présent en France depuis 20 ans avec de nombreux clients et un gros volume d'affaires. Et enfin Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Donc moi je suis Arnaud Dé, donc le président de Scale-up Solutions, cabinet de conseil dédié principalement aux PME et ETI, fondé assez récemment après le Covid. Aujourd'hui on a 4 consultants, on est 6 personnes et puis on n'est pas loin des 1 million d'euros de chiffre d'affaires, voilà, pour donner quelques chiffres. Très bien, merci. Donc on va parler des SITL aujourd'hui. Est-ce que c'est un temps fort est-ce que pour vous, un salon comme le SITL, c'est un moment privilégié pour annoncer des nouveautés? Qui souhaite répondre? Alors pour nous, c'est vraiment the place to be. C'est vrai qu'au niveau commerce, on a 20 représentants Mecalux qui sont présents au salon. Et on fait très peu de salons dans notre ADN, mais celui-là en fait partie. Et c'est vrai qu'on a vraiment un focus où on travaille avec la R&D, avec le marketing, pour justement présenter une nouveauté et tout coïncider pour avancer des nouveautés en avant-première. Donc le SITL fait partie d'un temps fort de l'année. Oui. Nous, on fait notre grand retour au SITL. Manhattan n'était pas présent depuis quelques temps. Là, on fait notre grand retour parce qu'ils s'inscrivent vraiment dans la thématique de nos solutions. Le thème cette année, c'est « Connectons nos intelligences ». Et nos solutions OMS, WMS, TMS, ils sont des véritables hubs de communication par la modernité des architectures par API. Donc voilà, et en plus, on a beaucoup d'innovations à présenter. Tous les 3 mois, on livre à tous nos clients qui sont sur cette innovation technologique, des innovations. D'accord. Donc, il y en a sur l'OMS, sur le WMS et sur le TMS qu'on pourra présenter sur ce salon. D'accord. Et les gens viennent vous voir en vous demandant quelles sont vos nouveautés, ou alors ils viennent parce qu'ils ont un besoin et qu'ils savent précisément déjà à l'avance ce qu'ils veulent? Il y a vraiment tout type de personnes, mais quand même bien souvent ce qu'on retrouve, c'est un public qui va être assez ciblé et on va pouvoir rencontrer des acteurs assez clés de l'industrie, de la logistique, du transport. D'accord. Bon, un moment important pour tout le monde. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous n'y seriez pas sinon. C'est important, et comme vous disiez, c'est la SITL, 25 000 visiteurs à peu près, beaucoup de décideurs qui sont sur le salon.
Et ça permet aussi de présenter toutes les dernières nouveautés, aussi bien pour ce qui est de PTV Logistique, le renouveau de la société, et toutes les nouveautés produits également. C'est un lieu très important. Puis je trouve aussi que le logique du Salon international du transport et de la logistique permet une certaine accessibilité, en particulier pour nos clients, à des personnes qui n'ont pas forcément des notions de ce que sont la supply chain, etc. Ouais. Et de rendre accessible, j'allais dire, voilà, un petit peu toutes ces nouveautés, toutes ces innovations. Voilà, juste derrière des mots assez simples que sont le transport et la logistique. Mais quand on est un cabinet conseil, on n'a pas grand-chose à montrer que du service. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué d'être présent sur un salon. Non, pas forcément. Pour moi, effectivement, le conseil est un métier de relation, un métier humain, de contact. Et j'allais dire, faut que le feeling passe bien, il faut que les personnes s'entendent. C'est toujours facile de faire... Alors, je dis c'est facile, pas forcément, mais quand on travaille avec de la technologie physique, etc., dans l'appel d'offres, on a plus besoin de voir le matériel, le concret, les outils informatiques, les choses comme ça. Dans le conseil, on a besoin de rencontrer les gens avec qui on va travailler. Et pour moi, c'est fondamental d'être présent sur des salons. Très bien. Donc vous allez présenter des nouveautés sur ce salon. Ça sera intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un panel assez représentatif finalement des exposants de la CITEL qui sont autour de la table. Donc ça va nous permettre d'avoir une vision sur les tendances, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la supply chain. Qu'est-ce que vous allez présenter précisément? Enfin, quel est le produit phare que vous allez mettre en avant justement pour illustrer cette innovation, peut-être pour commencer, Clémence? Oui, bien sûr. Donc nous, clairement, dans les produits innovants qui seront présentés à la SITL, il y a d'abord la partie Real-Time Yard Management, qui va être un produit innovant dans le sens où maintenant, la gestion des arrivées sur les sites va s'accompagner d'une replanification dynamique, ce qui signifie qu'on va pouvoir, en temps réel, collecter les données et, si un camion est en retard, ajuster à tout moment tout le planning. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait le Yard Management qui permettait effectivement de gérer les entrées et les sorties de quai. C'est ça. C'est ça. Et maintenant, ces opérations vont être gérées en temps réel à partir de données qui seront recalculées en permanence en fonction des aléas que le camion peut trouver. C'est exactement ça, et donc clairement ça va permettre une optimisation en temps réel et donc pour chaque site d'aller encore plus loin dans les résultats, de la réduction des temps d'attente et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est déjà mis en place? Il y a déjà des clients qui l'utilisent, ce produit? Oui, tout à fait, ça commence à arriver, donc c'est le début, mais ça commence à arriver, oui, tout à fait. Est-ce que ça a à voir avec le rapprochement avec Trimble, enfin Transporeon et Trimble, puisque Trimble est une grosse société américaine spécialisée justement dans tout ce qui est télématique et donc informatique embarquée. Est-ce que ce rapprochement entre les deux groupes ont permis de donner naissance à ce genre d'innovation? Alors, pour l'instant, je ne suis pas sûre, puisque c'est vraiment lié à toute la partie visibilité en temps réel. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, on sait que Trimble investit 664 millions de dollars par an dans la recherche et le développement. Donc, clairement, il y a une vraie volonté de développer des innovations en utilisant ces technologies. D'accord. Donc, ça sera... Est-ce que c'est disponible tout de suite? Je veux dire, les gens qui viendront vous voir à la CITL, s'ils veulent justement s'équiper, ils pourront le faire? Alors oui, bien évidemment, d'abord il y a toute une phase amont d'analyse et d'études, on ne peut pas le faire du jour au lendemain, ça demande quand même pas mal de... Mais le produit est disponible? Oui, enfin, il commence à arriver, oui, tout à fait. Il est déjà en place, enfin je veux dire, il y a déjà des clients qui... en phase de test et de bêta, voilà, c'est ça, en phase bêta. D'accord, très bien. Merci. Fabien, donc chez PTV? PTV va présenter toutes les nouveautés sur ces solutions historiques en solutions SaaS de planification, d'optimisation, avec un bond en avant aussi sur les 2 dernières années sur les algorithmes d'optimisation par les coûts et le niveau de service. Ces solutions-là sont aussi disponibles sous forme d'API. Qui sont utilisés par des éditeurs, des intégrateurs, nombreux partenaires qui sont au salon d'ailleurs. Et la nouveauté vraiment sur le salon qu'on présente en termes de nouvelles solutions s'appelle PTV EV Truck Route Planner, qui est une solution de planification pour les flottes de véhicules électriques. D'accord. Avec vraiment toute la complexité qui est liée à cette typologie de véhicules, utilisables de manière opérationnelle ou sur des études stratégiques de dimensionnement de flotte. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert
Le joli mot, ça sert à décarboner. Objectivement, ça sert à quoi? Ça sert effectivement à émettre moins d'émissions polluantes quand on bascule sur un mode de propulsion électrique. Ça sert aussi à accéder à certains endroits dans les villes où les véhicules thermiques ne peuvent plus accéder. Très clairement. Et puis au niveau des véhicules électriques aussi, le coût de possession, coût d'utilisation d'un véhicule en termes de coût d'exploitation est plus faible qu'un véhicule thermique. Donc le coût d'investissement est supérieur, mais le coût d'exploitation est plus faible. Donc ça permet aussi de dégager des marges pour les transporteurs qui basculent sur ce mode. Mais l'outil d'optimisation que vous proposez, lui, et l'outil, donc, ce que va faire l'outil, il va constituer des tournées comme une solution d'optimisation de tournée avec toutes les contraintes qu'on retrouve dans ces solutions, respect de fenêtres de livraison, le respect des capacités véhicules, etc. Mais la particularité, c'est quand on transporte en véhicule électrique, il y a une problématique de charge batterie. Il faut être capable de charger la batterie pour effectuer la tournée, donc connaître la capacité de la batterie. Cette capacité va évoluer en fonction de l'âge de la batterie, elle va évoluer aussi en fonction de la météo. S'il fait froid, s'il fait très froid, s'il fait très chaud, c'est pas la même chose que quand on est à 20 degrés, par exemple. Et puis aussi en fonction du dénivelé. C'est très impactant sur les batteries, dans une moindre mesure sur la consommation d'un moteur thermique. Donc cet outil-là intègre nativement 400 profils de véhicules différents. D'accord. C'est unique sur le marché, parce que les marques proposent des simulateurs, mais pour leurs propres camions, par exemple. Là, c'est vraiment la seule plateforme qui propose cette diversité de profils préenregistrés et avec des algorithmes vraiment dédiés à cette typologie de transport. Donc j'imagine que dans un premier temps, les clients que vous avez sont plutôt des véhicules légers, enfin qui sont pour la distribution urbaine. Effectivement, aujourd'hui, les véhicules électriques, c'est beaucoup de véhicules qui sont sur le first last mile, donc vraiment de la courte distance, mais de plus en plus, on voit des transporteurs qui commencent à s'équiper sur de la moyenne distance. Et la longue distance peut également être approchable sur ce type de projet, mais à condition de pouvoir faire des recharges. Et c'est aussi ce que permet le système, c'est de dire si j'ai des bornes de recharge à certains endroits de mon réseau, ça me permettra de faire des tournées plus longues avec une recharge rapide d'une demi-heure, par exemple, lors d'un stop. D'accord. Donc c'est un outil d'optimisation de tournée qui fait exactement la même chose qu'un outil d'optimisation de tournée classique, sauf qu'en plus, il prend en compte donc les spécificités de l'électrique. Exactement. Il prend en compte cette spécificité des véhicules électriques et des flottes électriques. Et des flottes électriques. Ça correspond à une demande. Enfin, vous avez beaucoup de clients qui vous demandaient quelque chose comme ça, d'adapter à la typologie on a des clients. Véhicules, on a des clients qui utilisent déjà ce type de solution de manière opérationnelle. Après, très clairement, on est sur un marché en croissance, un marché naissant. On a de l'avance sur le domaine et on veut la garder justement en continuant à développer la solution. C'est plus se positionner par rapport à un marché d'avenir pour les 5 prochaines années. Oui. Ok, très bien. Julien, donc vous êtes chez Mecalux. Mecalux, grande entreprise qu'on connaît bien, spécialisée dans les racks, les automatismes, etc. Mais vous intervenez plus particulièrement, on va parler aujourd'hui plus particulièrement de la partie WMS sur laquelle vous intervenez. Qu'est-ce que Mecalux propose de nouveau dans le domaine de la gestion d'entrepôt? Oui, c'est surtout sur la partie logicielle qu'on a beaucoup plus d'innovation. Et là, cette année, c'est vraiment l'intégration de l'intelligence artificielle dans la solution EasyWMS, mais pour l'utilisation à l'utilisateur final. C'est vrai qu'on parle depuis quelques années beaucoup d'intelligence artificielle qui est utilisée depuis quelques temps chez Mecalux, mais plutôt en interne pour faire des algorithmes. Mais ça, le client, l'utilisateur final ne le voit pas. Ou alors pour nous, sur nos outils de développement pour débugger, pour créer des interfaces et passer d'un système de codage à un système de low code. Moins je code et plus je prompte pour développer des fonctionnalités ou des process particuliers. Ou sur de la recherche documentaire, parce que c'est vrai que quand on est un groupe international, quand on est éditeur, ce qu'il faut, c'est documenter aussi justement l'intégralité des fonctionnalités, des projets, etc. Donc c'est vrai que ça a beaucoup été utilisé en interne, mais très peu visible pour le client. Cette année, la grosse révolution, c'est que l'utilisateur final va pouvoir utiliser cette intelligence artificielle en questionnant le WMS via un prompt, comme on a l'habitude de faire, en disant, je ne sais pas, par exemple, est-ce que tu peux me faire un petit rapport sur cette tâche-là? Est-ce que tu peux me faire un petit tableau sur mes emplacements qui sont bloqués? Ça, il le fait oralement, par exemple? Ça, il le fait alors en écrivant aujourd'hui, mais en écrivant en français avec un prompt. Est-ce que tu peux me sortir un KPI en reprenant mon taux de service de mon top 5 de mes meilleurs fournisseurs? Et le système va créer automatiquement, justement, changer
le français en un KPI, un tableau ou la réponse directement à la question. Et c'est vrai que la grosse différence, c'est vraiment l'utilisation de l'IA par l'utilisateur final. Générative, là, du coup. Générative, exactement, Ouais. tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on utilise l'IA soit générative, soit sur algorithmique. Par exemple, on travaille avec le MIT, on avait annoncé ça il y a quelques mois, une collaboration avec le MIT, où là, on va travailler avec eux, parce que ça fait des années que le MIT travaille sur l'IA, et c'est vrai que faire travailler Mequalux et le MIT sur des sujets IA supply, ça nous a permis d'avancer aussi sur d'autres sujets, par exemple pour que les AMR puissent automatiquement détecter, trouver les meilleures routes pour pouvoir optimiser les données pour aller d'un point A à un point B, par exemple. Vous voyez, donc l'IA peut être utilisée dans beaucoup de domaines, mais c'est vrai que là, l'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur l'IA générative. Ouais. Ça, c'est très intéressant parce qu'on nous dit souvent l'IA, bon, moi, très bien, mais il y en a depuis longtemps déjà dans notre univers. Qu'est-ce que l'IA générative va véritablement apporter? Là c'est une réponse. En tout cas. Mais c'est une réponse concrète. C'est vrai qu'on avait eu ce retour-là au dernier SITL, où les visiteurs nous disaient tout le monde parle d'IA, mais personne ne nous le montre. Et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion en disant allez, il faut pousser, et justement, on profite du SITL pour pouvoir le montrer de manière concrète. Et là, les gens vont pouvoir le voir, le toucher et vraiment palper cette fameuse IA dont on parle depuis quelques années. Oui. Ouais. Mathilde, même constat Oui, tout à fait. Alors nous, sur le stand, on va présenter pas mal d'innovations sur l'OMS, le WMS et le TMS. Sur le TMS, le marché a vraiment besoin d'accélérer les déploiements et de ne pas avoir peur de déployer un TMS qui soit lourd. Donc, ils ont besoin d'un TMS qui soit composable. Composer la communication plateforme collective avec Transport Rayon, la visibilité avec Shipeo, Projet 44 et l'optimisation transport. Cette composabilité, on a vraiment travaillé dessus pour aller puiser dans les différents composants de l'application et être aussi composable avec les process spécifiques du client. Parce que, oui, il veut bénéficier d'un TMS SaaS mis à jour en continu. Je vous ai dit, tous les 3 mois, on livre des innovations à nos clients. Et en plus de ça, ils veulent garder leur spécificité. Donc, on va vraiment... et là, on est plutôt dans une forme d'éducation ou pédagogie du marché pour le salon, pour leur montrer un TMS qui soit accessible, composable. L'accessibilité, ça passe aussi par l'intuitivité de la plateforme. Et comment je construis mes tournées en glisser-déposer, comment je découpe mes chargements. Et tout ça, on va leur montrer avec une interface graphique, avec des nouveaux usages, donc glisser-déposer, des notifications de type icône rouge quand il y a un chargement qui est en retard ou quand il y a un temps d'attente trop long sur la zone de cours. Donc ça, c'est le deuxième élément, intuitivité de la plateforme. Et le troisième élément, c'est aussi en fait, cette intelligence artificielle générative permet d'accélérer les déploiements. On a une première phase de 3-4 mois de projet, et puis après, le client est autonome en déployant ses process. En fait, il interroge l'outil en comment il peut basculer d'une planification tournée statique à une planification dynamique. L'outil va lui répondre dans un langage naturel en français quels sont les paramètres qu'il doit ajuster. Il n'a plus qu'à le faire. Nos clients, donc ça, on l'a sorti, donc on appelle cet outil Manhattan Assist, qui est complètement intégré dans le WMS, le TMS et l'OMS. Et on a des clients qui disposent de cet outil pour créer leur propre extension, leur propre développement spécifique dans l'outil, pour générer du code, générer du texte, d'étiquettes, de rapports. Et donc, on a un vrai usage de l'intelligence artificielle générative pour accélérer l'agilité des déploiements. Si j'ai déjà toute la suite Manhattan, je peux l'intégrer dedans ou alors il faut... Alors, il a été automatiquement déployé l'été dernier à tous nos clients qui ont la technologie. En fait, notre technologie permet de maintenir à jour nos clients en continu. Donc, tous les 2 mois, ils ont des corrections de bugs qu'il y a pu avoir. Et tous les trimestres, tous les 3 mois, on leur livre les nouvelles innovations. Donc, Manhattan Assist a été déployé l'été dernier. Début d'année, 2024, on avait déployé aussi la gestion de la cour. Donc, tout ça, en fait, nos clients on dispose en continu. Ça, c'est sur la partie TMS. Vraiment, on a travaillé sur l'accessibilité de notre solution.
Si vous avez un déploiement multisite, et ça on voit une grosse tendance dans, alors on a entendu parler sur la grande distribution, on a entendu parler sur l'industrie, mais aussi sur les 3PL, de rachat et d'acquisition de petites sociétés pour former un groupe. Le marché a besoin d'harmoniser les systèmes d'information et d'accélérer les déploiements des outils. Donc sur la partie WMS, on a des outils concrets pour accélérer ces déploiements. Ça peut être un gestionnaire de configuration, pour déployer la configuration rapidement sur multisite. Et puis ça peut être aussi sur la partie chargement en masse de données. On fournit des outils qui sont robustes et qui vont aider les enseignes à déployer. Donc on a plusieurs exemples illustrés. Donc par exemple, il y a 2 ans, on avait vu L'Oréal qui avait déployé nos solutions 14 sites en 1 an. L'année dernière, un distributeur alimentaire anglais a déployé 18 sites en 1 an. Et là, cette année, on s'attaque au déploiement d'un grand du monde du bricolage, plus de 30 sites en Europe. Je ne vais pas le citer, mais vous avez dû le reconnaître. Donc, on a vraiment des outils qui sont robustes à présenter pour faciliter le déploiement du WMS. Très bien. Et une dernière offre sur l'OMS, bon, je m'arrête là, c'est juste c'est une offre OMS pour les professionnels. Ouais. C'est tout. Donc, Ouais. donc je peux Ouais, m'étendre, mais ouais, peut-être oui. qu'on va laisser la parole. Oui, donc l'OMS pour synchroniser l'ensemble. Alors, l'OM, en fait, on a vu une consumérisation Ouais. du B2B. C'est tous les comportements qu'on a dans l'omnicanal ou en tant que consommateur en fait, particulier. On veut les voir dans le monde du travail. Donc, digitalisation de prise de commande, affichage de la promesse client et réduction des stocks. Sur du multisite, on a envie de réduire les stocks. L'OMS, on l'applique maintenant au B2B pour qu'il puisse vraiment réduire ses niveaux de stock, accélérer la disponibilité des produits, informer le client professionnel, de dire tu auras ta marchandise dans 3 jours ou dans 4 jours parce que je fais un regroupement sur un site, etc. Donc là, on a un OMS qui va être dédié pour le B2B. Pour le B2B. Ah oui, d'accord. Ok. Je vois que Arnaud prend plein de notes. Quand on est consultant, je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément des choses à montrer, mais en tous les cas, on a des choses à dire, à conseiller, à apporter des conseils aux clients. Alors, quelles sont les tendances je pense que là, on en a un bon exemple, des tendances qui émergent. Comment vous voyez, vous, ces tendances sur le marché de la supply chain ? Alors justement, j'aime bien le lien qui est fait aussi avec le thème du SITL, je crois par Mathilde tout à l'heure, du Connectons nos intelligences. Pour moi, effectivement, le cabinet de conseil doit être là pour accompagner le dirigeant, répondre aux enjeux des entreprises, Ouais. en ayant cette vision un petit peu transverse, globale, de bien comprendre toutes les différentes solutions qui peuvent s'offrir, on parlait de connectivité, etc. Parce que vous parlez d'accélérer le déploiement, et en fait, on parle beaucoup d'accélérer ces dernières années. Accélérer ses flux, faire de la croissance, etc. En fait, c'est un des enjeux des dirigeants, mais ça crée un déséquilibre chez eux. Ouais. Donc si on n'a pas cette vision globale, cette vision un peu externe, j'allais dire quel consultant, de se dire ok, en fait là vous avez l'impression d'avoir ce besoin-là, mais en fait votre besoin il est plutôt un tout petit peu à côté, et les priorités ne sont pas tout à fait celles que vous avez. J'allais dire presque notre capacité aussi à travailler avec un dirigeant au niveau stratégique et puis à descendre dans le plus opérationnel. Vous parliez d'OMS, on parlait justement au sein de l'entrepôt, comment on optimise l'organisation, les tournées, la visibilité sur les camions, etc. Je pense que cette vision globale transverse, en tout cas chez Scale-up Solutions, c'est comme ça que nous on le conçoit dans le conseil, c'est ce qu'on veut apporter à nos clients PME ETI. Bon, c'est quelque chose de nouveau, vous ne l'avez pas posé comme question, mais je pense que pour moi c'est... J'allais y venir. C'est clairement... J'allais vous dire, est-ce que justement les PME, les ETI ont les mêmes problèmes que les grandes entreprises? Est-ce que ces sujets-là qu'on vient d'évoquer sont des sujets qui les touchent aussi? Et si oui, quelles fonctions ça concerne? Parce qu'il n'y a pas toujours des directeurs supply chain dans les ETI. Voilà, comment ces sujets sont appréhendés par ces boîtes? Alors, j'allais dire, oui, ça les concerne ou ça les concernera à plus ou moins long terme. Notre accompagnement aujourd'hui auprès des PME et des ETI, donc comme vous l'avez dit, il n'y a pas forcément de direction supply chain, il n'y a pas cette vision transverse, elle n'existe pas forcément, à part au niveau du directeur général, qui a ce besoin-là de comprendre et de pouvoir
j'allais dire, emmener son entreprise un petit peu plus haut et justement sur les mêmes problématiques que les grands groupes. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les dernières innovations qu'on peut entendre aujourd'hui, il y en a une partie qui vont s'appliquer justement aux ETI, mais j'allais dire presque aux ETI qui ont une certaine maturité. Il faut justement accompagner, vous avez parlé, je crois, Julien, de pédagogie. L'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on accompagne les PME, les ETI à gagner en maturité pour comprendre justement leur intérêt demain à accéder ou pas à telle technologie, ou peut-être c'est trop tôt, peut-être qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place avant, là on va les accompagner, et après peut-être que choisir les bonnes solutions à mettre en place, là aussi on peut les accompagner, et c'est aussi un de nos enjeux de présence au SITL, c'est aussi de comprendre les nouveautés, les évolutions, etc. Et voilà, et l'évolution du monde un petit peu de la supply chain, du transport, de la logistique, et parfois de la production, en tout cas des liens avec la production. J'allais dire, la principale nouveauté que vous allez présenter à la SITL, c'est vous-même, quoi, en fait. Hein. C'est cette approche en direction des PME ETI, quoi, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment cette approche transverse, en fait, dans laquelle on intègre les trois flux, flux physique, flux d'information et flux financier. Je pense qu'autour de la table, tout le monde connaît effectivement Georges Plossel, un des pères de la supply chain, qui disait que tous les bénéfices sont liés à la vitesse des flux de matière et d'information. Ouais. Et c'est vraiment ça qu'on va apporter à nos clients. Voilà. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas retrouvé forcément dans le conseil tout le temps. On parle beaucoup de flux physique, on parle de flux d'information de plus en plus, mais le flux financier, très peu. Et c'est vrai que nous, on essaye d'avoir cette transversalité-là et cette réponse au directeur général qui, lui, a cette question de rentabilité et de finance, mais qui sont liées aux autres flux. Merci. Je reviens vers Clémence. Qui sont vos clients et quelle typologie de clients peut être intéressée par cette nouveauté que vous présentez là sur le yard management? Alors aujourd'hui, nous, clairement, on va cibler les entreprises qui cherchent à optimiser et améliorer leur visibilité des flux de transport, de leur flux de transport et aussi de leurs procédures. Donc ça peut être aussi bien des entreprises du transport, de la logistique, que des chargeurs, des transporteurs ou des entreprises de la grande distribution. D'accord. Vous n'êtes pas... Tous les gens qui ont des camions, quoi, en fait, non? Qui ont de la marchandise, potentiellement, oui, c'est ça. D'accord. Et quel bénéfice, alors, ils en retirent? Est-ce que c'est difficile à mettre en place? Comment ça se connecte avec les autres outils? Et quels bénéfices on peut en retirer? Alors, clairement, aujourd'hui, on voit qu'il y a un intérêt prononcé pour une intégration entre les différents systèmes. Et aujourd'hui, nous, Transport-Rayon, on a une très forte interopérabilité. Et donc, je pense que là, c'est vraiment un point à noter aujourd'hui. Clairement, le premier avantage, c'est la réduction des coûts de transport. Après, il va y avoir toute la partie efficacité opérationnelle et évidemment une visibilité accrue sur les expéditions et enfin, forcément, une amélioration de la satisfaction client puisque les livraisons vont être plus ponctuelles et plus fiables. La partie yard, on peut l'acquérir indépendamment de l'outil Transport-Rayon, enfin de la plateforme Transport-Rayon. C'est quelque chose que vous vendez vraiment séparément ou alors il faut avoir vraiment toute la panoplie? Alors sur la partie yard, c'est quand même beaucoup plus fluide et simple entre guillemets si on est déjà sur la partie Transport Assignment ou Time Slot Management, puisque forcément ça va quand même de pair. Maintenant tout peut s'étudier, j'ai envie de dire, au cas par cas et il faut prendre le temps de regarder. Mais si on est je vais peut-être citer d'autres éditeurs, mais si on a Shipeo par exemple ou Project 44, ça marche aussi? Honnêtement, cette question-là, c'est un peu technique, mais dans l'idée, je pense que ça peut s'étudier quand même. Oui. Je pense que ça peut s'étudier quand même. Bon, ok, donc ça s'étudie. Voilà. Ok, très bien. Même question pour Fabien, vos clients, qui sont vos clients? C'est plutôt des chargeurs, plutôt des transporteurs? Alors un mix. Ce qui est particulier aussi chez PTV, on approche le marché de deux manières. De manière directe et de manière indirecte. Indirecte via des éditeurs de RP, de TMS, de WMS, qui vont intégrer nos solutions sous forme d'API dans leur système. Et l'approche directe, ça va être à la fois des transporteurs et des chargeurs. Chargeurs dans la distribution, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans les services éventuellement, pas forcément que du transport de marchandises aussi. Et en termes de typologie de clients, on attaque de plus en plus de gros comptes, avec vraiment des grandes entreprises internationales. Ça, c'est aussi lié à l'extension de l'empreinte du groupe PTV.
Mais on garde quand même une grosse clientèle aussi de petites et moyennes entreprises. Et ça, c'est aussi très important pour nous, qui sont utilisateurs de nos solutions, qui restent abordables également pour ce type de structure. Voilà, c'est pas l'apanage des grands groupes. Enfin, ça peut... Ce n'est pas que l'apanage des grands groupes. Et puis on a aussi un autre type de clientèle qui sont les cabinets de conseil, qui vont utiliser certaines de nos solutions SaaS packagées pour faire des optimisations tactiques et stratégiques pour leurs clients. Comment vous voyez justement, d'abord j'allais vous poser cette question, quand les visiteurs viennent vous voir sur vos stands respectifs, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils viennent avec des questions précises, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore besoin de pédagogie, d'explication? Est-ce que les gens sont vraiment au fait justement de toutes ces grandes innovations? Alors, je vais peut-être commencer, mais effectivement, pour moi les personnes qu'on rencontre dans ces salons-là, c'est effectivement beaucoup de gens qui ont besoin aussi de s'y retrouver, en tout cas en tant que cabinet de conseil, qui ont besoin d'un accompagnement pour parfois s'y retrouver, mais qui ont envie d'aller chercher de l'innovation, qui ont envie de se développer, qui ont envie de progresser, parfois envie de se sécuriser aussi, c'est entendable. Mais voilà, et donc du coup, c'est ce type aussi de rencontres qu'on peut faire. Ouais. Nous, on a un petit peu le sentiment, effectivement, que les gens ont du mal à s'y retrouver parmi une offre qui est quand même assez pléthorique et qui est surtout en pleine évolution. Julien, peut-être? Oui, justement, c'est ce que j'aime au SITL, c'est qu'il y a vraiment une continuité. On voit des gens qui deviennent de manière récurrente parce que c'est leur salon phare, tout comme nous. Et c'est vrai que, par exemple, on annonçait en avant-première au dernier SITL notre collaboration avec KPMG comme partenaire intégrateur de la solution. Et à chaque fois qu'on annonce une nouvelle, c'est pas juste l'effet buzz où on annonce une nouvelle. C'est qu'après, les visiteurs reviennent nous voir, reviennent nous demander en disant « Et maintenant, quels sont les cas clients que vous avez eus ?» Et sur les dernières innovations qu'on a présentées sur les dernières années, à chaque fois, on a eu les visiteurs qui revenaient les années suivantes, ou l'écosystème d'ailleurs. Ça peut être des exposants, parce qu'au final, on travaille tous un petit peu ensemble, qui revenaient nous voir en disant « Ah, vous aviez annoncé ça, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?» Et ça permet aussi de donner un feedback sur ces annonces et faits, en fin de compte. Parce que c'est vrai que le buzz, c'est j'annonce quelque chose, puis ça peut faire un petit peu plouf. Là, l'idée, c'est de se dire, vous avez annoncé quelque chose, qu'est-ce qu'il en est dans la réalité? Et là, par exemple, cette année, on annonce une nouveauté, mais on va présenter des cas pratiques, justement, de projets qui ont été installés par KPMG ou des solutions chez un retailer qui a été installé avec des innovations qu'on a présentées. Et c'est ce que j'aime au CITL, c'est cette récurrence et cette présence pour qu'il y ait toujours une continuité, justement, dans la communication avec les visiteurs. Oui, Mathilde. Ce genre de salon, il y a deux phases. Il y a vraiment une phase exploratoire. C'est des clients, ça peut être des petits clients, petits budgets de transport, mais gros clients globaux, qui viennent nous voir et qui essaient de comprendre ce qu'on fait s'ils ne nous connaissent pas. Donc c'est vraiment en phase exploratoire, qui vont aussi faire appel au cabinet de conseil pour aider à détourer leur projet et comprendre le ROI qui vont en bénéficier. Et puis, il y a les personnes qui sont là plutôt pour réseau, pour réseauter et voir ce qui s'est fait, l'avancée des technologies, que ce soit sur la mécanisation, sur la flotte des véhicules électriques, et voir aussi les éditeurs qui sont toujours à la place et les projets qui les amènent. Donc, il y a vraiment ces deux publics qui sont intéressants à revoir d'année en année. Nous, on s'adresse à tout type de clients. À la fois les distributeurs, mais aussi les industriels ou les e-commerçants. On va lancer un projet avec un e-commerçant aux Pays-Bas qui a 25 millions de budget de transport annuel, c'est pas grand-chose, mais il a quand même un gros intérêt à digitaliser ses flux de transport. Et puis, on continue par exemple le déploiement chez Schneider Electric, qui est plutôt industriel. Et dans la grande distribution, mise en place du WMS et du TMS combiné en Espagne, pour un client dans la Catalogne. Donc, richesse de cibles clients pour Manhattan. Vous intervenez aussi sur des conférences, vous participez à l'animation du salon à travers des ateliers ou des conférences, les uns les autres, oui, tout le monde? Oui. Clairement, nous, effectivement, on a une conférence le 2 avril à 14h dans la salle Métamorphose, aux côtés de Knauf France, donc à ne pas louper. C'est un client
qui a déployé cette solution ou qui a mis en place d'autres... Oui, qui est déjà client Transparayon, tout à fait. Qui est sur la plateforme, plutôt. Oui, et tout à fait. Et du coup, la conférence sera sur le thème de la digitalisation et de l'optimisation de toute la supply chain. D'accord. Fabien, une conférence aussi? Oui, alors, pas nous directement, mais l'un de nos clients qui va présenter, c'est Foodflow, qui présente mercredi matin la manière dont ils ont révolutionné leur flux de distribution vers les restaurateurs en utilisant les solutions de PTV Logistique. D'accord. Ça, c'est quand? C'est mercredi matin. Mercredi à matin. 11h, je crois, de mémoire, ou en fin de matinée. Fin de matinée. D'accord, merci. Julien? Non, on ne fait pas de conférence. non. Nathan, non plus? Non. Non, non moi c'est plutôt de la participation aux conférences pour se tenir au courant pour être capable de bien guider nos clients. Effectivement, voilà, j'adhère complètement à ce que disait Mathilde. Les clients, ils aiment bien aller chercher les informations et ils ont forcément besoin un peu d'une ligne directrice. Et il y a des conférences très intéressantes. J'ai vu décarboner la logistique, faire mieux avec moins. Je pense que c'est intéressant pour les entreprises, en particulier dans ces moments un peu de crise. Oui, comme disait, c'est vrai que c'est utile pour les visiteurs, mais on est aussi visiteurs, on est exposants et visiteurs, et c'est vrai qu'il y a des conférences qui nous intéressent. Il y en a une sur la 5G par exemple. Je sais qu'on a des demandes justement d'implémenter la 5G plutôt que le Wi-Fi en entrepôt. C'est des conférences qu'on va pouvoir aller voir en tant que visiteur aussi. Donc il y a vraiment ce format de rencontrer les gens, mais aussi profiter justement pour aussi apprendre, parce qu'on apprend tous les jours aussi dans nos métiers. Non, et puis une ligne directrice aussi, je crois qu'il y a à construire la logistique de 2050. Oui. Et là-dessus, effectivement, pour moi, c'est pas que apprendre, c'est aussi avoir le fil conducteur, le fil directeur de la stratégie que nous on va avoir, que les clients vont avoir, et qui est fondamental. Ouais. Je ne sais pas comment aujourd'hui on peut dire, on peut entrevoir la logistique en 2050, parce qu'on a déjà du mal à l'entrevoir pour l'année prochaine. C'est vraiment... les technologies vont tellement vite et on s'est tellement trompé aussi par le passé, parce qu'on imaginait des choses qui ne se sont jamais déroulées, que j'ai du mal à comprendre comment on peut encore se projeter en 2050. Alors moi, c'est pour ça que je dis toujours à mes clients, effectivement, encore une fois, plutôt PME, TI, parfois un petit peu plus gros, parfois un peu plus petits, mais qui ont toujours un petit peu cette capacité de s'adapter. Je pense qu'on a quand même une force en France d'avoir un tissu de PME et de TI qui reste relativement flexible. On s'adapte clairement, Scale-up Solutions a été créé à la sortie du Covid, où on va tout... rapatrier, on va tout réindustrialiser en France. On s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas, que c'est difficile, que la filière textile a du mal, etc. Et je trouve qu'à chaque fois, on a encore cette capacité de s'adapter, de pivoter, de réagir. Et la logistique doit être là pour accompagner les entreprises, pour accompagner justement cette évolution et industrielle et logistique autour de ça. Ouais. Au-delà des nouveautés justement que vous présentez sur le salon, comment vous voyez les évolutions dans le domaine de la supply chain, de la logistique? Quelles sont les grandes révolutions que vous sentez poindre là dans les années qui viennent? Alors clairement, oui, la partie digitalisation, automatisation de tous les processus logistiques fait partie de notre quotidien, et on sait qu'aujourd'hui c'est incontournable. Donc c'est clair qu'on parlait tout à l'heure de real-time yard management, mais il y a bien évidemment d'autres innovations qu'on pourra présenter qui tiennent compte de toutes ces technologies, comme la partie autonomous quotation pour pouvoir coter de manière complètement automatisée pour les transporteurs sur la partie spot. Donc toutes ces choses-là, évidemment, oui, ça fera partie de demain. Oui, Julien. Pardon, Fabien. Complètement d'accord. L'automatisation, effectivement. La logistique de demain, la décarbonation, là, on sera obligé aussi clairement d'avoir les solutions qui permettent de faire ça. C'est vraiment les grosses tendances qu'on voit. Et aussi en termes de tendance, alors là c'est un peu plus technologique, mais on parle beaucoup du no-code. Beaucoup d'entreprises qui sont maintenant à même aussi d'intégrer justement des API, etc. dans leurs solutions. Donc c'est aussi une tendance qu'on peut voir en parallèle.
On a beaucoup cité l'intelligence artificielle, le machine learning, c'est plus seulement des concepts, hein, c'est vraiment intégré dans les solutions de manière concrète sur de la correction d'adresse, vous parliez aussi de l'estimation trafic, hein, on n'est plus seulement sur des historiques de trafic. Très clairement, donc ça c'est aussi les grosses tendances. Puis il y a une tendance au niveau, alors là je le vois plus sur le volet justement des solutions de planification, optimisation, transport routier. Mais ce qu'on a vu aussi sur l'année passée, ce n'est pas une tendance technologique, mais il y a eu beaucoup de plus petits acteurs qui se sont soit associés, vous parliez des associations de la grande distribution, on a vu ça aussi dans le domaine de l'édition, soit ont été rachetés par des grands groupes, et ça a aussi un impact sur l'innovation. On pourrait dire innovation positive parce que plus grand, donc plus de moyens pour innover, mais dans pas mal de cas, ça s'est traduit aussi par des freins au niveau innovation, voire imposer à certains clients de migrer sur une autre solution. Donc ça, c'est aussi une tendance qui n'est pas technologique, qui n'est pas liée au business en tant que tel, mais qu'on a vu. On parle beaucoup d'évolution technologique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre évolution qui est finalement conquérir des primo-accédants finalement? Parce qu'il y a tout un marché aussi complètement de primo-accédants sociétés qui ne sont pas équipées aujourd'hui. Qui peuvent en avoir peur, parce que quand on parle optimisation de tournée, ça peut faire peur. Alors qu'en réalité, quand on regarde de manière concrète ce que ça permet de faire, de dégager du temps, dégager de la marge opérationnelle, augmenter le niveau de service, c'est concret, c'est pas forcément compliqué. Et puis de la pédagogie. Souvent, on a tous dit, je crois, pédagogie à un moment donné. Pédagogie, optimisation de tournée, on traduit ça par optimisation des kilomètres. Alors oui, mais pas que. En fait, ça peut être augmentation du niveau de service. Tout dépend du but de l'entreprise ou du but pour ses clients finaux, hein, très clairement. Et pédagogie aussi sur le positionnement de nos différentes entreprises, peut-être pour bien faire comprendre où on se situe. Typiquement, PTV Logistique, on est très identifié de manière historique à l'optimisation du transport first last mile, mais ça permet aussi de travailler sur d'autres types de flux, sur de la combinaison avec des cross-docking entre de la traction et du last mile, etc. Donc le salon, c'est aussi cette occasion, c'est une vitrine qui permet aussi de réaffirmer ou de se repositionner clairement sur le marché. Si je peux rebondir sur ce que disait Fabien, nous on voit déjà un outil qui doit parler à un grand public. Donc c'est des demandes métiers qui veulent que ce soit agile à déployer, facile, qu'ils aient un retour sur investissement rapide. On veut des équipes IT qui veulent en faire aussi leur outil, donc avec une logique donc low code, no code, low code et your code. Manhattan on permet vraiment d'intégrer leur spécificité, leur code à l'intérieur de notre produit standard, donc plutôt en périphérie de notre produit standard, avec un outil qui s'appelle Proactive, donc livré pareil à tous nos clients sur les plateformes. Donc c'est ce besoin à la fois des équipes métiers et IT d'avoir un outil commun qui puisse vraiment adapter à leur process. Donc ça c'est la première tendance. Et deuxième tendance, on voit une vague de mise à jour de l'ERP. Donc beaucoup de clients passent sur SAP S/4HANA, qui est la solution cloud de SAP. Ça pose des questions, puisqu'en fait, est-ce qu'on n'en profite pas pour se lancer sur un WMS best of breed ou un TMS best of breed? Quels sont le ROI qu'on peut en dégager par rapport à utiliser la brique de gestion d'entrepôt, gestion de transport de l'ERP? Donc on voit cette vague de remplacement et on voit aussi beaucoup ont fait historiquement des développements spécifiques sur l'allocation de commandes, sur la gestion multisite, sur le VMI, donc Vendor Management Inventory. Et donc les clients se disent, bon, est-ce qu'il ne nous manque pas une brique quelque part? Et c'est là où s'inscrit l'offre d'OMS de Manhattan pour pouvoir avoir plus d'agilité dans les différents process tout au long de les différents points de stock, les différents clients, allouer sur du stock futur. Voilà, ça historiquement c'est des développements qui ont été faits dans les ERP. Quand on bascule, on remplace l'ERP, alors soit on le met à jour, soit on le remplace. Ils n'ont plus envie, les organisations n'ont plus envie de passer 5-10 ans, voire à déployer un ERP. Ils se disent, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'avoir d'autres outils qui communiquent très bien ensemble et qu'on peut avoir une vision tout intégrée, mais d'être plus agile dans le déploiement et avoir un retour sur investissement plus rapide. D'accord. SAP va regretter de ne pas être autour de la table. Non, mais je pense qu'ils font très bien leur transformation cloud vers S/4HANA, ça c'est indéniable.
Mais ouais. Pour rebondir et faire le lien un peu avec votre question précédente, je pense que la tendance majeure, c'est que je pense que les entreprises ont compris que dans un monde qui change énormément, elles ont besoin de se préparer, elles ont besoin parfois de s'outiller et d'avoir les meilleurs outils, et donc de se remettre à jour de l'ERP, de se mettre à jour des nouveautés technologiques, etc. Enfin, moi, c'est vrai que c'est une tendance que j'ai remarquée depuis quelques années aussi au SITL. Je pense qu'effectivement, vous parlez d'occasion de se repositionner, de redéfendre un ROI, parfois de changer aussi une image qu'on peut avoir depuis longtemps. Enfin, et de vraiment répondre aux attentes des clients qui vont forcément se trouver dans des situations de déséquilibre de par soit leur croissance, soit le monde qui évolue. Et je pense qu'effectivement, cette préparation, de bien trouver les bons outils, de bien trouver les outils qui vont apporter du ROI, c'est important. Et Jean-Philippe, vous l'avez dit, les technologies vont tellement vite que si on se positionne sur un outil et qu'on creuse la dette technologique par du spécifique ou par des choses qui n'évoluent pas, ça c'était le monde d'hier. Donc là, il faut vraiment avancer sur des technologies. Ça, on le voit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent le projet, on va migrer un WMS. Et là, la ligne directrice, c'est je veux un WMS standard pour éviter les travers de j'ai trop customisé et après à maintenir, c'est compliqué. Et pour les primo-accédants, c'est de plus en plus sur des PME, justement, qui n'auraient pas pensé à prendre des outils informatiques ou de l'automatisation, de pouvoir le faire beaucoup plus rapidement qu'avant. Et c'est vrai qu'on le voit, mais quand on pense automatisation, on pense toujours au full automatisé. Alors que ce n'est pas ça. Le full automatisé peut coûter très cher parce que les 20% derniers restants automatisables sont difficiles. Mais de se dire, j'ai plusieurs niveaux d'automatisation et je peux automatiser à 20%, juste avec, par exemple, un robot type AMR ou AGV, par exemple, ou avoir de l'automatisation dans l'impression ou des étiquettes qui vont s'imprimer automatiquement. Donc il y a plusieurs aussi niveaux d'automatisation ou de flux ou physique. Et c'est là où il faut faire la part des choses pour que le 20-80 permet d'avoir un ROI beaucoup plus rapide et de ne pas attendre je veux le 100% au final. Je suis assez d'accord. Je suis toujours étonné de voir des entreprises qui s'équipent avec des systèmes complètement automatisés avec des retours sur investissement de 15 ou 20 ans. Alors qu'on ne sait pas justement dans 15 ou 20 ans ce que sera la techno. Aujourd'hui, on nous demande que ce soit sur 2 ans. On en a parlé, enfin, je pense que c'est quelque chose que j'entends de plus en plus, c'est effectivement cette logique de ROI est difficile à trouver avec les outils. Pour moi, et ce que j'essaye aussi d'évangéliser ou pas auprès des entreprises, c'est un moment de se dire est-ce que l'outil est vraiment la prochaine marche dont vous avez besoin ou est-ce qu'il n'y a pas des marches avant Et les marches avant, c'est aussi de se dire en fait peut-être que déjà de regarder l'organisation avec un œil nouveau, de se dire ok, mais vous avez des bonnes pratiques, j'allais dire presque de base, des basiques. On disait la PIX, des basiques de la supply chain à mettre en place, les bonnes pratiques. Et puis déjà là, vous allez faire un grand pas dans le ROI. Encore une deuxième marche de structuration, de dire ok, comment est-ce que je veux organiser mon organisation, mes processus. Et puis après de se dire comment je passe à la marche outil, j'allais dire presque. Et là où l'outil vient plus conforter un ROI qui a été gagné avant par des actions, j'allais dire terrain, métier. Alors je prêche un peu pour ma paroisse qui est plus métier, accompagnement opérationnel des entreprises. Mais réellement, je pense que si on est capable de faire ce travail-là d'optimisation, après on n'est vraiment plus que dans de la consolidation. Et là, l'outil va vraiment venir consolider tout ça. Et en vrai, effectivement, vous parlez de ROI de 15 ans peut-être, mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est pas le ROI de l'outil, c'est le ROI de tout le reste qu'on va perdre si on le fait pas. Arnaud a complètement raison. Faut pas sauter les étapes en fin de compte. Parce que c'est vrai que mettre des outils informatiques, quels qu'ils soient, si on le fait sur quelque chose qui n'est pas stabilisé avec des flux qui sont cohérents, ça ne marchera pas de toute façon. Donc Arnaud a tout à raison, il faut respecter les étapes et ça commence par l'organisation. Alors Fabien va intervenir et après on va demander à Hervé si nous avons des questions. Rebondir rapidement, mais c'est effectivement, j'entendais tout à l'heure le mot spécifique. Spécifique, c'est la rigidité des process, c'est tout l'inverse justement de l'agilité qui permet d'anticiper, peut-être pas la logistique de 2050, mais celle de 2027-28. Et c'est l'avantage aussi, c'est que les solutions modernes maintenant sont offertes en software as a service. Ça veut dire que non seulement la simplicité technique qui est derrière ça, mais surtout le fait de bénéficier automatiquement de nouvelles fonctionnalités adaptées au marché, etc. Avec des éditeurs qui sont impliqués aussi dans les groupes de travail. Je vois côté logistique par exemple, on est dans des groupes de travail avec Evolutrans, avec la UTF, avec la SLOG, pour essayer d'anticiper sur la logistique de demain.
on va dire, les 5 années qui viennent. Mmh. Donc c'est aussi des choses qui sont techniquement permises par les solutions SaaS qu'on propose. Merci. Hervé, avons-nous des questions? Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Une première question, est-ce qu'une solution en SaaS permettant de bénéficier des dernières mises à jour de l'éditeur n'est pas plus préférable qu'à une solution standard type software, hardware? Ça, c'est une question pour Mathilde, ça. Oui, en fait, en 2017, on a réécrit complètement nos solutions. On a commencé par l'OMS. En 2020, on a s'attaqué au WMS et en 2021, notre TMS. On l'a écrit complètement. Il n'y a pas une seule ligne de code qu'on a récupérée du mode on-premise ou hardware, pour tout réécrire en cloud natif, en microservices. On avait un retour client. C'est super, toutes les innovations que vous présentez au salon, quand est-ce que je vais pouvoir en bénéficier? Oh là là, on a fait tant de spécifiques, maintenant c'est standard, comment ça se fait, etc. On avait des discussions difficiles avant ça. Aujourd'hui, tous nos clients sont sur cette même version, qui est en microservice, qui est mis à jour en continu, donc toutes les 2 semaines ou tous les trimestres pour des innovations. C'est une solution SaaS standard. Néanmoins, la technologie microservice moderne qu'on a mis en place, elle permet de laisser nos clients avoir des spécifiques et être toujours compatibles avec l'évolutivité de la solution. Des spécifiques que Manhattan peut développer ou que eux-mêmes peuvent développer. Donc c'est un tour de force technologique incroyable qu'on a établi. Aujourd'hui, on a plus de 63 000 utilisateurs sur le WMS, par exemple, qui est sur cette technologie. On a plus de 15 000 magasins qui sont sur l'OMS et on a des milliers de dépenses transport sur cette technologie. Donc c'est assez éprouvé pour garantir à la fois ce besoin d'être toujours à jour sans s'interdire de spécifiques. On a beaucoup parlé d'évolution technologique. Comment vous sentez le marché, vous, en ce moment? Est-ce que dans une période quand même relativement incertaine, à la fois au plan intérieur mais aussi au plan géopolitique, comment vous voyez le marché? Comment vous le sentez? Comment vous abordez ce salon à ICTL là, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, Clémence? Nous, en tout cas, on va essayer de partager au maximum des retours clients. On va avoir des vidéos sur le stand pour montrer des interviews de clients aujourd'hui avec qui il y a une collaboration au fil des années qui s'est bien mise en place. On va aussi avoir des experts plateformes qui vont montrer la solution, évidemment, et tous les bénéfices que chaque potentielle personne pourrait en retirer dans son activité. Mais au-delà de ça, est-ce que vous sentez que vos clients, ou vos prospects ont envie d'investir en ce moment? Est-ce qu'on est vraiment dans une période où les gens veulent se développer, ou on est plutôt dans une période un petit peu d'attentisme? Comment vous voyez les choses? Moi, je dirais qu'on a vraiment 2 types de profils. Il n'y a pas un camp ou un autre. En tout cas, chez nous, il y a vraiment les deux. Effectivement, il y a des gens qui sont un petit peu dans l'attente de voir ce qui va évoluer dans les prochains mois. D'autres qui savent que de toute façon, on parlait tout à l'heure de la digitalisation, il faut y aller et ils ne peuvent plus continuer ainsi. Donc, il y a vraiment 2 types de publics. Il y a vraiment ceux qui cherchent à développer effectivement la rentabilité pour justement, j'allais dire presque, sortir de la crise par le haut. Je pense qu'il y a aussi une logique sectorielle. Il y a toujours des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres dans les crises. Bien sûr. Moi, quand je travaillais, effectivement, même pendant le Covid, j'ai pu travailler sur la distribution des masques, donc il y a quand même toujours des choses, et la logistique restera toujours présente. Donc je pense que c'est effectivement une migration de secteur. On voit la défense qui prend aussi beaucoup de commandes en ce moment. Et en ce moment, c'est un secteur d'avenir. Oui, je pense que si la logistique est capable de s'adapter, en fait, il y aura toujours un petit peu des investissements sur cette partie-là. Surtout si le marché se concentre. Ce que disait Fabien, c'est qu'on voit dans tous les secteurs d'ailleurs que le marché va se concentrer, que plusieurs PME vont se regrouper pour former des groupes ou être absorbés, par exemple. Et plus on devient gros, plus les outils, justement, sont indispensables. Donc on voit bien que 10 PME qui n'auraient peut-être pas besoin d'outils informatiques, en se concentrant, vont avoir de toute façon une nécessité. Et donc, pour nous, on va toujours avoir ces demandes-là d'automatisation ou de digitalisation. Bon, c'est vrai que
on va profiter de cet effet justement de concentration du marché, Peut-être quel que soit le secteur d'activité. C'est un marché de renouvellement aujourd'hui ou c'est un marché où vous avez aussi Les deux vraiment. C'est vrai qu'il y a encore Ouais. beaucoup de primo-accédants parce qu'il y a Ouais. beaucoup de PME qui n'ont pas d'outils ou juste une brique ERP Ouais. et qui veulent ensuite passer sur un outil dédié. Et sinon, de plus en plus effectivement de clients qui ont des WMS et qui veulent migrer sur d'autres technologies. Je vais peut-être saisir votre question, Jean-Philippe, sur le côté effectivement investissement ou pas. Je pense que le SaaS répond en partie à une logique de passer de CAPEX, hein, entre guillemets, d'immobilisation, à une logique plus de coûts d'exploitation OPEX. Bon, nous, dans le conseil, on évolue un petit peu de la même manière. Chez Scale-up Solutions, on a développé des forfaits mensuels qui évitent de faire un coût d'achat projet, etc., et qui en plus correspondent mieux aux besoins des clients qui ont besoin d'être accompagnés vraiment sur le long terme, et puis avec des besoins, j'allais dire, plus une fois par semaine ou quelque chose comme ça, et pas un gros projet qui va leur prendre 3 mois. Mais voilà, mais je pense que les clients, de manière générale, les entreprises sont plus dans cette logique de se dire comment je me prépare, comment est-ce que j'améliore ma rentabilité, mais progressivement et pas lâcher un gros billet tout de suite d'investissement. Quoi, voilà. C'est absolument ce qu'on voit, ce qu'on retrouve, Arnaud. En fait, ils ont besoin de réduire le coût de possession des outils. Et donc, ils cherchent des outils composables, de prendre un petit bout par-ci, un petit bout par-là, de ne pas tout déployer tout de suite, mais de se concentrer sur qu'est-ce qui m'apporte le plus de valeur, le plus de retour sur investissement pour pouvoir aller négocier auprès de ma direction. Oui, il y a un vrai cas du business case pour pouvoir aller dégager de la marge et m'en sortir par le haut. Exactement ça. Et donc, ils ont besoin d'outils plus composables. Et puis, pour ce qui se passe de tous les rachats, concentration du marché, eh bien là, ils veulent des outils qui sont globaux pour pouvoir aller chercher des économies d'échelle sur la gestion de l'IT, du déploiement, des connaissances. Donc ça, nous, on voit vraiment une précaution d'investissement qui se traduit sur deux choses, la composabilité et sur l'harmonisation des systèmes IT. Et le phasage a un double impact, en fait, le côté financier, effectivement, il y a petit à petit, mais aussi en termes de ressources. De tout mettre d'un coup, de tout transformer, c'est parfois compliqué. Et c'est vrai que quand je peux avoir des solutions qui me permettent de phaser justement mon projet, ça permet d'aider et de dire je peux lancer le pas en fin de compte. Parce que je peux dire je vais gérer que les matières premières en alimentant une ligne de prod pour laquelle l'entrepôt, ou je vais mettre le WMS et puis après l'OMS. Donc au final, d'y aller étape par étape, parce que c'est vrai qu'affronter tous ces projets, il y a derrière des hommes, il y a une gestion de projet, et c'est pas toujours facile de pouvoir dédier des ressources aussi à ça. Et là, j'en viens effectivement à une tendance qu'on retrouve aussi, c'est la logique de sécurisation des projets. Exactement. Nous, on a de plus en plus de demandes de dire est-ce que vous pouvez nous accompagner? On a ce projet d'investissement-là ou ce projet de changement d'outils où on peut parler de ce qu'on veut un peu autour de la table, ou changement même de processus ou d'organisation. Comment vous nous accompagnez pour sécuriser ça, pour que l'investissement ne soit pas un coup d'épée dans l'eau? Fabien. Oui, sur les investissements, clairement dans un contexte incertain, en ce moment on n'est pas dans la logique, les outils permettent de faire plus à ISO ressources, mais là on est plutôt dans la logique de dégager de la marge, comme disait Mathilde. Et nous là-dessus, par rapport au salon, on est plutôt enthousiastes, malgré ce contexte d'incertitude, dans la mesure où notre approche c'est toujours aussi de manière très pragmatique de montrer, de prouver quels vont être les gains. Donc travailler par exemple sur des données du client pour voir quels seraient les gains apportés par la solution. Ça permet aussi pour le client de valider son business case d'investissement. Et derrière, si on prend le cas par exemple de notre transporteur, quelques pourcents d'optimisation, ne serait-ce que quelques pourcents d'optimisation, c'est énorme sur la marge d'un transporteur, parce que les marges sont très réduites dans le transport. Donc tout est... des fois on parle en pourcentage, mais un pourcentage pour un domaine ne veut pas dire le même pourcentage pour un autre, très clairement. Donc, mais ça se généralise quand même. Je voulais juste faire un petit aparté par rapport à la législation notamment, parce que nous, ce qu'on constate aussi sur notamment toute la partie ICMR, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté sur le marché ibérique notamment, certains clients qui veulent commencer à aller de l'avant, trouver la bonne solution, réfléchir pour être bien prêt le jour où, on sait que sur ces marchés-là, ça commence à bouger. Après, c'est vraiment variable au cas par cas en fonction des pays, mais il y a quand même la législation qui va rentrer en compte là-dedans. D'accord, très bien. Je crois qu'on va prendre une dernière question peut-être, Hervé. Oui, alors une des difficultés pour les entreprises réside parfois dans l'effort à fournir pour monter de version sur l'une de vos solutions, sachant qu'en ne le faisant pas, ils ne bénéficient pas des dernières évolutions abordées. Comment limiter ces coûts de migration et comment assurez-vous l'accompagnement ?
Je pense que ça se répond en partie à ça. Alors après, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut sauter le cap de se dire je bascule sur un mode software as a service avec toutes les mises à jour automatisées. Mais pour moi, c'est la réponse. Et après, c'est la gestion de projet dès le départ du projet, en fin de compte, en disant je vais essayer d'être force de proposition pour dire voilà ce que fait le standard ou voilà comment fonctionne le marché en fin de compte. Et plutôt que de se dire on fait un copier-coller d'une gestion papier pour un primo-accédant, c'est de se dire attention, j'oublie comment je fais. Si le résultat est identique, est-ce qu'il n'y a pas des voies qui permettent directement de travailler au maximum sur un standard qui permet de faciliter les updates au final? D'accord. Bien. Pour en savoir plus, donc on vient sur votre stand OSITL. Vous avez en tête les numéros de stand Alors, venez visiter Manhattan au F88. Très bien. Non? Non, je n'ai pas le numéro de stand, mais venez visiter mes Je vous rassure, moi non plus, j'ai pas la Alors nous, chez Scale-Up Solutions, on sera sur le stand Aropa, je crois que c'est R060, quelque chose comme ça. D'accord. En lien avec Aropa et Logistics N Normandie, effectivement, on a fait un stand multi-société. Et en fait, ce qui va bien aussi avec le thème du SITL, il me semble, de connecter nos intelligences tous, de se dire, voilà, on est capable d'avoir une certaine, un lien naturel. D'accord. Je n'ai pas le numéro du stand, mais en tout cas, il y a une session démo, en tout cas pour ceux qui veulent voir concrètement comment se déroule l'application, de pouvoir essayer et faire soi-même certains process. Donc, un environnement démo pour voir utiliser concrètement l'application. De toute façon, on vous trouvera bien sur le salon. Des témoignages, des choses comme ça. En tous les cas, un grand merci d'avoir apporté votre éclairage aujourd'hui sur vos nouveautés. Puis, vous êtes également livré à un petit peu cet éclairage sur les évolutions et les tendances qu'on doit s'apprêter à voir sur ce salon. On en a évoqué quelques-unes. Je pense qu'effectivement, les évolutions autour de l'intelligence artificielle sont très très présentes, notamment avec tout ce qui concerne l'IA générative. Un grand merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce débat et à très bientôt sur le plateau de Supply Chain Village.